Donc, le problème est maintenant posé, et puis comme on l'a vu, mon ami Pierre Moreau disait que le droit, c'est un acte de communication, et on dirait qu'une part du problème est dans la manière dont l'information est communiquée. Et donc, ce qu'on va voir dans le deuxième panel, c'est quelle serait une partie des solutions, quelle serait en quelque part une manière qu'on pourrait envisager des solutions à ce problème-là, au moyen de la technologie, au moyen des technologies, au moyen du design aussi. Alors, je pense qu'on aura des éléments très intéressants. J'ai pas mal de choses à dire, mais je vais attendre peut-être la période de questions et je vais être assez sévère pour le temps pour qu'on ait un peu de temps pour discuter et prendre les questions de la salle après. Alors, pour ce deuxième panel, on a trois panélistes de grande qualité, Nicolas Garneau, Myriam Delille et Annès Westerman. Merci beaucoup à vous trois d'être là aujourd'hui. Donc, vous aurez chacune 15 minutes pour présenter. Je pense que l'ordre qui m'a été donné, ça serait que Nicolas commence. Alors, il y aura les biographies plus complètes là, sur le site Internet. Je vais peut-être pouvoir mettre le lien dans le chat plus tard. Je vais présenter nos présentateurs, présentatrices au fur et à mesure. Je pense que vous aurez un peu qui ils sont fraîchement à l'esprit alors qu'ils vont présenter. Donc, Nicolas Garneau, est-ce que tu es là? T'es avec nous? Oui, oui, je suis. Est-ce que tu m'entends? Oui, absolument. Donc, Nicolas Good, Garneau. super. Bonjour Nicolas, j'espère que tu vas bien. Alors, Nicolas est candidat au doctorat. C'est écrit dans ta biographie que tu es candidat au doctorat en droit à l'Université Laval, mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense que tu es plutôt Non. doctorant en intelligence artificielle ou en tout cas en informatique En à informatique, oui. l'Université Laval. Tu es aussi chercheur à l'intelligence institut et données à l'Obvia et au Costal Lab de l'Université de Copenhague. Et je pense que, comme ça a été dit, plutôt te participer avec Eve à l'élaboration de ce fameux outil de traduction automatique du plumitif. Alors, merci beaucoup, Nicolas, d'être avec nous. Je te laisse immédiatement la parole. Un petit 15 minutes, je t'interromps coûte que coûte quand il te reste 5 minutes, ça te va? OK. Oui, ça Parfait. marche, ça marche. J'ai quelques petites slides ici que je partage. J'imagine que ça va arriver à l'instant. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, on va très bien. Good, super. Merci, Pierre-Luc, pour la présentation. Donc, effectivement, j'ai élaboré un petit peu plus le projet sur lequel moi et Eve, on a activement travaillé dans les dernières années. Qui est de faire une espèce de traduction automatique du plumitif. Donc, on le prend, le plumitif, dans sa forme originale, puis ce qu'on veut, c'est d'en générer une description un petit peu plus digeste. Un peu la même capture d'écran qu'Eve a présenté, le plumitif. On travaille exclusivement avec le plumitif criminel à l'heure actuelle. Ça ressemble un peu à ce document-là. Pour moi, qui est effectivement, je fais pas mon doc en droit, je fais mon doc en informatique. Moi, c'est un document qui est assez cryptique que j'ai commencé, en fait, là, j'ai fini par apprivoiser avec le temps, si on veut. Mais ça contient plein d'informations par rapport à, si je prends mon petit pointeur ici, on a les libellés, on a le plaidoyer, décision, on a les peines. Puis dans le projet, on pensait se rendre à travailler sur les peines, mais au final, on avait tellement de pain sur la planche juste avec les accusations puis le reste de la structure du primitif que finalement, on a dû se limiter à ça. Donc, on a créé un premier modèle qui est ce qu'on appelle un système à base de règles, où est-ce qu'on va manuellement designer des règles pour dire, bon, mais étant donné telle information présente dans le primitif, on va générer ce bout de texte-là. Qui reste comme ce qu'on appelle un modèle de référence. Puis l'architecture ressemble un peu à ça. On va rentrer un petit peu dans les technicalités, mais sans trop se mouiller. Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre un plumitif dans sa forme originale et on va le découper en différentes sections et on va venir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir atomiser ou normaliser l'information du plumitif pour être capable de travailler avec, être capable de manipuler l'information. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on construit une espèce de vue normalisée du plumitif. On va avoir le nom de la personne, sa date de naissance, son adresse, l'avocat qui le représente, ainsi de suite. Et une fois l'information extraite, on prend cette information-là, on va envoyer ça dans un générateur à base de règles, qui, lui, utilise le code criminel. Donc, on vient contextualiser l'information, on vient ajouter le texte. En fait, dans la première itération, on prend seulement les libellés, les chefs d'accusation. On vient coupler ça avec notre générateur qui va nous donner un peu l'interface qu'Eve a présentée précédemment sur la nature, en fait, une version un peu plus intéressante du primitif, où est-ce qu'on va avoir la contextualisation avec le code criminel, ce qui est la partie la plus intéressante, selon moi.
Donc, un système à base de règles, ça ressemble à quoi? C'est pas sorcier. En fait, on a créé manuellement avec Eve et David Beauchemin des espèces de phrases trouées. Et l'idée, le logiciel derrière ça, l'idée, c'est de remplir ces phrases trouées-là, étant donné l'information qu'on a été capable d'extraire. Donc, on extrait l'information du primitif, on le normalise, on va venir remplir les trous. Ici, pour créer une phrase comme celle-ci, John Doe, une personne fictive, est accusée pour capacité de conduire à fait. Si on prend littéralement le libellé du code criminel, tel quel, on va aller le chercher, on le copie-colle et on crée cette phrase qui est, bon, syntaxiquement plus ou moins correct. On utilise un petit module d'intelligence artificielle pour comme coller un peu le tout, mais c'est pas tout à fait parfait. Donc, ça donnait cette espèce d'interface web. Je vais passer rapidement pour pas trop m'éterniser puis pour qu'on puisse respecter le temps. Mais l'idée, c'est d'avoir à la droite ici, obtenir des phrases complètes au lieu d'avoir seulement une information semi-structurée comme on a à gauche ici. Donc, avec cette première architecture-là, ce qu'on avait, c'est deux principaux problèmes. C'était au niveau de la généralisation. Donc, la structure du primitif, on avait déduit les règles selon un sous-ensemble de primitifs. Et on avait une certaine précision juridique qui était un peu bancale, surtout par rapport aux paragraphes, alinéas et sous-alinéas. En ce moment, en fait, à l'époque, on allait chercher seulement le libellé, mais on n'avait pas la précision exacte de l'infraction qui avait été commise. Donc, prenons par exemple l'article de loi introduction par infraction dans un dessein criminel. Où est-ce qu'on a, c'est l'article 348, paragraphe numéro 1, on a par exemple, deux alinéas A et B qui sont somme toute assez différents, où est-ce qu'on a une personne qui, quiconque, selon le cas, s'introduit dans un endroit par infraction avec l'intention de commettre un acte criminel, ou une autre personne, dans le cas de l'alinéa B, qui s'introduit dans un endroit par infraction et il commet actuellement un acte criminel. Et puis, bon, il y a d'autres alinéas, mais l'idée, c'est de voir qu'il y a quand même une différence notable au niveau de la nature de l'infraction. Et c'est un peu ce qu'on voulait aller chercher en termes de précision juridique, l'ajout qu'on voulait amener. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, bête et méchant, c'est de prendre le texte du code criminel. On fait juste copier-coller ça dans l'interface. Puis, on ajoute la décision, la personne a été déclarée coupable, puis l'accusation, mais c'est introduction par infraction dans un dessein criminel. Article 348.1, quiconque, selon le cas, alinéa A, s'introduit en un endroit par infraction avec l'intention de commettre un acte criminel. C'est la façon la plus bête et méchante, mais ce qu'on voudrait, c'est arriver peut-être à quelque chose d'un peu plus agréable à lire, comme la phrase qui est la suivante, l'accusé est déclaré coupable d'introduction par infraction avec avec l'intention de commettre un acte criminel selon l'article 348.1A du Code criminel. Donc, l'idée dans ce projet-là, qu'on a mené avec Eve, une partie avec David, c'était un peu de voir jusqu'où on peut aller si on veut utiliser l'intelligence artificielle pour venir verbaliser des parties du primitif, les chefs d'accusation, jusqu'où on peut aller avec les technos les plus pointus qu'on a disponibles à l'heure actuelle. Donc, on s'est penché vers ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont en ce moment l'état de l'art en termes de génération automatique de texte. Quand on pense en traduction automatique, on a fait des grandes avancées, de prendre un texte en français, de le traduire en anglais. C'est un peu le même concept ici qu'on a. On va prendre le texte du primitif et le traduire en une langue, en du français un peu plus digeste. Donc, on a pris trois architectures, un réseau de neurones qu'on va appeler vanille, qu'on va entraîner, qu'on va faire un apprentissage sur le primitif à partir de zéro. On a pris un modèle qui est un modèle francophone qui s'appelle Barthez, qui lui va avoir un a priori sur la langue. C'est un modèle qui a déjà une connaissance du français, qui est capable de verbaliser du français, qui va aider un peu à la génération, à la description du primitif. Puis ensuite, on a proposé un nouveau modèle propre au code criminel canadien, qu'on a entraîné sur un corpus effectivement dans le domaine criminel, qui va lui avoir un a priori sur la langue et aussi sur le domaine, faciliter encore plus la génération de description. Donc, pour être capable d'évaluer ces modèles-là automatiquement et manuellement, en fait, d'une part manuellement, puis ensuite automatiquement, on a créé ce qu'on appelait l'échelle d'exactitude légale. Donc, ce qui est un danger à prendre en compte avec les modèles, principalement les réseaux de neurones qui vont générer automatiquement du contenu textuel, ils ont tendance à halluciner des faits ou à omettre des faits. Donc, omettre des faits, c'est pas tellement grave, mais se mettre à halluciner des faits parce qu'il y a un apprentissage qui est fait avec ces modèles-là sur le corpus du primitif.
Donc, l'apprentissage fait, c'est des différentes itérations. Les modèles vont voir les différents primitifs, les différentes descriptions qui vont être associées à ça. Et ce qui peut arriver, c'est que le modèle va halluciner certains éléments. Donc, ce qu'on veut, c'est caractériser ces hallucinations-là, ces émissions-là. Puis, c'est l'échelle ici qu'on voit à l'écran. Donc, c'est une échelle de 1 à 10 qui va être utilisée par des évaluateurs qui doivent positionner, étant donné une génération qui a été faite automatiquement par un modèle un générateur de texte, on veut se positionner sur l'échelle et à savoir si on a une génération parfaite, si on a généré la bonne disposition, mais avec simplement des petites erreurs factuelles, si on a une disposition qui est similaire, mais avec des erreurs factuelles, ou on a une génération qui est complètement hors sujet, ce qui est pas rare pour des réseaux de neurones dans un contexte où on a des données qui sont très spécialisées et des données qui sont limitées également. Donc, on a défini ce qu'on appelle le thème, où est-ce que certaines dispositions vont être similaires à d'autres. Par exemple, avoir le trafic de substances qui est similaire à la possession à des faits de trafic. Et que ces deux accusations-là sont différentes de conduite avec faculté publique. C'est là qu'on va se positionner sur l'échelle. Et ensuite, on a la précision de la génération. Donc, on va aller chercher toutes les erreurs factuelles. On va caractériser les hallucinations, tout ce qui n'est pas supporté par le primitif, et les omissions, toute valeur du primitif qui n'a pas été verbalisée. Donc, on va retirer des points sur l'échelle avec cette méthodologie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté les générations aléatoirement à différents étudiantes en droit pour venir attribuer une valeur entre 1 et 10 sur les différentes générations, étant donné des données du primitif qui ont été extraites. Ici, on a encore le chef d'accusation introduction par infraction avec un plaidoyer de non-culpabilité, décision de déclaré coupable, et on veut voir est-ce que les différentes générations des 3 modèles qu'on voit ici, est-ce qu'on capture bien les éléments du primitif. Donc, avec les 3 architectures qu'on a évaluées, on peut voir que le modèle qu'on a proposé, le nouveau générateur automatique de description du primitif criminel, se situe, somme toute, relativement bien dans la zone verte, si on veut, mais il y a quand même des erreurs factuelles qui sont générées, des choses qu'on ne veut absolument pas avoir dans un cadre légal, évidemment. Mais quand même, on voit qu'il y a un apprentissage intéressant qui est fait par des modèles d'IA. L'endroit où est-ce qu'on voulait le plus, ce qu'on voulait plus analyser, c'était est-ce que ces modèles d'IA-là ont une capacité de généralisation des dispositions qui ont été jamais vues. On voit qu'ici, c'est assez catastrophique pour un modèle qui est entraîné de zéro, puis même avec un modèle qui a une certaine connaissance juridique, un vocabulaire juridique. C'est assez difficile pour ce modèle-là d'arriver à être capable de gérer des dispositions qui ont été jamais vues. Par exemple, qu'on a des nouvelles lois ou qu'on voudrait transférer à un autre domaine juridique. Bon, on voit que c'est assez difficile. Donc, c'est une des lacunes principales qu'on a identifiées. Et on a décidé d'essayer au moins d'améliorer ce modèle-là, cette généralisation-là, en utilisant ce qu'on appelle une espèce de mécanisme d'identification des hallucinations et des omissions. Donc, on a un mécanisme qui va dire, cette génération-là qui a été faite automatiquement peut contenir une ou plusieurs hallucinations et omissions. Et là, juste pour rapidement rentrer dans les derniers résultats qu'on a eus, on a une amélioration qui est assez notable de passer du générateur original qu'on avait avec un nouveau mécanisme. On voit qu'on tombe beaucoup plus dans la zone verte, dans les générations qui sont fidèles aux données d'entrée du primitif. Mais ça reste que dans plusieurs cas, on va pas aller chercher, on va pas capturer la vraie sémantique qu'on devait retrouver. Ce qui, présuppose qu'on va pas nécessairement vouloir utiliser ce genre de modèle-là rapidement en production, mais on a quand même certaines avancées vraiment intéressantes en termes de verbalisation du primitif. C'est un peu ce qui conclut ma présentation, puis je veux remercier évidemment mes partenaires pour tout le soutien qu'on a eu au fil des dernières années, puis ça va laisser la place à d'autres personnes. Je pense que ça devrait être assez correct dans le temps, j'imagine. On est très correct dans le temps. Merci infiniment, Nicolas, de rendre mon travail encore plus facile. J'allais justement trouver un trou pour pouvoir te dire qu'il te restait un 4-5 minutes. Donc, très bien. Écoute, moi, la seule chose que j'ai toujours à dire dans ce truc-là, c'est que je trouve ça tellement intéressant, tout ce travail sur le primitif, mais ce Barthez, finalement, ça aurait été tellement intéressant qu'on l'appelle Barthes, le grand sémiologue français pour toute cette génération de textes en français. Je trouve qu'il manquait une lettre là qu'on avait juste à changer par un S.
Je pense que je t'ai déjà mis dans un de tes examens, là, mais je voulais le dire devant tout le monde. Donc, C'est bon. merci beaucoup. Donc, on va, sans plus tarder, passer à la présentation de Myriam Delille. Myriam Delille, qui est juriste, hein, qui a obtenu son diplôme de droit ou à l'université de Sherbrooke, mais qui est aussi, qui fait aussi du design, de ce que j'ai bien cru comprendre, et qui va terminer bientôt, en fait, ou qui a déjà terminé en 2022, une maîtrise en design d'interaction à l'Université Laval. Donc, on a un expert en intelligence artificielle, on a aussi une designer, donc c'est super. Merci infiniment d'être là, Myriam, c'est très apprécié. Alors, peut-être que je vous dirai la même chose que pour Nicolas. On a un bon 15 minutes, puis je vous interromps quand il reste environ 5 minutes. Ça vous convient comme ça? Génial. Merci beaucoup. Je partage. Donc, bonjour à tous. Je m'excuse, mon écran est interrompu. Je vais fermer. Donc, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de design et d'accès à la justice. Je l'ai pris de façon un petit peu plus large que seulement m'intéresser au primitif. Donc, la présentation va être séquencée en 6 parties. On va découvrir d'abord ce que c'est le design, le legal design, puis ensuite, on va s'intéresser à l'approche, au processus, puis aussi au spectre de solutions qui sont possibles. Puis enfin, on va terminer avec 3 exemples de projets qui ont été faits avec les principes de design d'information. Donc, 15 minutes, c'est court, comme Pierre-Luc l'a mentionné, donc ça va être un survol très sommaire du sujet, mais j'espère que ça va susciter là, votre intérêt puis votre curiosité pour cette discipline-là. Donc, qu'est-ce que le design? Le design, c'est une discipline qui est liée à la conception, un peu comme l'architecture ou l'ingénierie, mais elle va aussi puiser dans les principes de science, c'est-à-dire la psychologie, l'ethnographie, la sociologie, l'ergonomie, mais aussi les technologies, que ce soit l'informatique ou justement l'intelligence artificielle. Donc, le design est souvent associé à l'art, mais en fait, c'est vraiment important de les distinguer. Oui, c'est des disciplines qui sont créatives, qui vont partager un intérêt pour les stratégies visuelles. Par contre, on peut dire que l'art est plutôt subjectif, donc on parle d'imagination, ça va susciter des émotions, des réflexions, c'est vraiment la vision de l'artiste. Tandis qu'en design, on est plus d'un point de vue objectif, ça veut dire qu'on est en mode résolution de problèmes, trouver des solutions qui sont appuyées par des tests, des données, de la recherche. Au niveau de l'esthétique, oui, ça a une importance, mais ça doit toujours remplir une fonction qui est précise et qui est justifiée. Je poursuis. Alors, le design, donc, doit s'intéresser plutôt à la façon dont devrait être le monde, comment devrait-on faire les choses plutôt que commencer à l'heure actuelle. En fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment de concevoir des solutions qui sont ergonomiques, qui sont performantes, qui sont satisfaisantes, puis qui répondent aux besoins des utilisateurs. Quand on parle d'ergonomie, c'est pas juste une ergonomie physique, mais aussi c'est une ergonomie cognitive, émotionnelle, interactive, puis organisationnelle, par exemple. Donc, le but, c'est vraiment d'aller créer de la valeur ou du sens pour les gens qui utilisent le produit ou quoi que ce soit. Donc, le design, il faut le voir comme une poupée russe, c'est une discipline qui renferme plusieurs expertises et spécialités. C'est un peu comme le droit. Donc, en design, on a par exemple l'expertise en design d'interaction. C'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Puis, elle se décline aussi en spécialités comme, par exemple, le design UX ou UI, donc d'expérience utilisateur ou d'interfaces qui vont être liées vraiment aux technologies, comme de concevoir justement des interfaces qui vont être réactives, qui vont être conviviales, qui vont être intéressantes à utiliser vraiment, puis qui vont supporter, puis qui vont présenter le fruit, par exemple, de travaux en intelligence artificielle, un peu comme Eve et Nicolas. Ensuite, qu'est-ce que le legal design? Donc, c'est une approche qui est interdisciplinaire, qui est assez récente, comme une dizaine d'années, puis elle est en pleine expansion aux États-Unis. On a un laboratoire de legal design à la faculté de droit de l'Université Stanford en Californie, puis aussi en Europe. Au Canada, je vous dirais que c'est assez naissant, donc, mais l'intérêt est là. Donc, les juristes se sont d'abord intéressés à la manière de communiquer le droit, donc de le vulgariser avec le langage clair. Puis ensuite, ils se sont demandé comment on pourrait le présenter de façon plus efficace. Mais comme vous savez, le droit il est confronté à des enjeux beaucoup plus complexes que des enjeux de communication puis d'information. On peut dire que comme l'accès à la justice, c'est des problématiques qui sont complexes, qui sont floues, multifacettes, puis qui impliquent vraiment une multitude d'acteurs qui ont toutes des positions qui sont parfois difficilement conciliables. Puis on appelle ça des wicked problems,
Puis le design, c'est vraiment été une discipline qui a prouvé son efficacité pour y faire face, en fait, comme dans des domaines comme la santé ou l'économie. Donc, le legal design, c'est vraiment une combinaison entre le droit et le design. Pour moi, c'est vraiment du design appliqué en contexte juridique, c'est-à-dire que les solutions vont être alignées avec le cadre juridique dans lequel il s'inscrit. Puis, c'est vraiment une avenue prometteuse pour innover, en fait. Son objectif, c'est de rendre la justice plus accessible, plus conviviale et plus performante. Donc, augmenter la capacité juridique des utilisateurs, d'enrichir la pratique juridique des professionnels, faire croître les organisations, améliorer aussi les interactions entre les justiciables, puis les professionnels, les institutions juridiques. Donc, au final, de rehausser cette expérience-là des utilisateurs du droit qui sont, oui, les justiciables, mais aussi les professionnels qui en font partie. Donc, le but, c'est vraiment le droit par et pour les utilisateurs plutôt que par et pour les juristes, ce à quoi on est habitué parce que ce sont justement les avocats, les juges, c'est nous qui sommes impliqués, puis c'est normal qu'on le soit, évidemment. Un peu comme je le disais, c'est les utilisateurs du droit, ça couvre vraiment un large spectre. Puis c'est un défi en soi de concilier tous ces gens-là avec tous ces besoins différents-là parce qu'ils ont des profils très variés. Approche de design, il y en existe plusieurs, mais je voulais vous parler de l'approche de design centré humain parce que pour moi, elle est vraiment cohérente avec toute initiative, que ce soit en design ou pas, dans un esprit d'accès à la justice. Donc, quelques principes clés. D'abord, focaliser sur les besoins de la réalité des utilisateurs. Ça va permettre vraiment de concevoir des solutions qui sont vraiment adaptées à leur réalité puis à leurs besoins. Puis, ça peut sembler simple et évident, mais c'est rarement appliqué. On a souvent des surprises parce qu'on se met à la place des utilisateurs, mais on ne l'est pas nécessairement. Deuxièmement, comprendre et résoudre de bons problèmes. Donc, on va chercher à attaquer la brèche plutôt qu'éteindre des petits feux à la fois. Ça va réduire les risques de se lancer dans une solution qui n'est pas nécessairement adaptée ou la bonne. Troisièmement, pensez à tout comme un système de pièces interconnectées. Parce que quand on avance dans une résolution de problème avec des œillères, ça nous fait souvent louper plusieurs points importants qui pourraient être des clés, en fait, pour trouver des solutions. Quatrièmement, favoriser la co-réflexion et la co-création. C'est une des exercices en design, en fait, de vraiment inviter les parties prenantes à participer activement au processus de conception par des ateliers concrets là, qui ne se limitent pas justement à que des discussions, parce que c'est démontré que le brainstorming, des fois, ça présente plusieurs écueils, mais de les inviter au table parce que c'est des sources riches d'informations puis des pistes parce que c'est pour eux qu'on le fait. Eux, c'est vraiment les experts de leur propre expérience, tandis que le designer, lui, il va être l'expert de la façon de comment on va améliorer cette expérience-là. Il agit plus comme un facilitateur. Et ensuite, travailler de manière itérative, donc faire des prototypes, tester puis raffiner continuellement la solution jusqu'à ce qu'elle soit satisfaisante. Processus de design, en fait, le processus est intéressant qu'on se place au deuxième panel parce que le processus de design s'inscrit tant dans la recherche comme dans le premier panel, dans la conception et ensuite dans les tests, comme j'imagine on en parlera tantôt. Je voulais vous présenter aujourd'hui le modèle du double diamant qui est un processus classique. Donc, c'est un processus qui est divisé en deux grandes phases, chacune représentée par un diamant. Donc, premièrement, ça va être vraiment de s'assurer qu'on va faire le design de la bonne chose, puis ensuite qu'on va le faire correctement. Donc, dans le découvrir, c'est vraiment une phase de recherche et de collecte d'informations pour comprendre ce qui se passe. Donc, on va faire de la recherche théorique, de la recherche terrain, des entrevues, des ateliers. On va avoir une approche ethnographique dans le sens que il y a une grande différence entre ce que l'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense puis ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas puis pourquoi on le fait. Donc, c'est vraiment tout ce genre de données-là qu'on va aller chercher. Puis ensuite, dans le définir, on va aller analyser, synthétiser ces données-là pour vraiment faire émerger des constats et des conclusions avec des méthodes, des outils qui sont propres au design. On existe plus d'une centaine, peut-être parmi les plus connus. On va créer des écosystèmes pour vraiment voir le contexte dans lequel s'inscrit cette utilisation-là, des cartes d'expérience pour cartographier, décortiquer chacune des étapes d'une expérience, puis comment ça se passe dans la tête de l'utilisateur. En fait, ces constats-là vont vraiment être des leviers pour avoir une opportunité de design. Ensuite, on conçoit la solution, donc on évalue, on teste des idées pour vraiment trouver une première piste. Puis ensuite, l'idée, c'est de tester et d'améliorer
cette solution-là, pour en venir à un produit final. Donc, la solution de design, en fait, un bon design, ça offre une solution qui va être utile, utilisable, attrayante. C'est 3 qualités clés. Donc, le spectre de solutions en design est vraiment large, plus large peut-être qu'on peut penser. Donc, la solution peut prendre plusieurs formes. Elle peut être soit tangible ou intangible. Donc, on peut penser à des communications, des objets, des interactions ou même des systèmes. Donc, dans une perspective juridique, par exemple, des documents juridiques comme le plumitif, on en a parlé tout à l'heure, des outils de gestion de recherche comme des outils comme Juris Evolution ou l'interface de la stockage de recherche. Ensuite, les services juridiques, comment on gère dans les cabinets d'avocats, comment on interagit avec les clients, les ressources d'aide, comme on a parlé tantôt Nicolas Leblanc. Et comment ça se passe dans les tribunaux? Par exemple, on parle du nouveau tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. Ça va être quoi le parcours de ces personnes-là? Qui vont rencontrer? À qui ils vont parler? Tout ça, c'est vraiment de changer la façon de penser, de pratiquer et d'accéder aux droits. Puis, c'est de passer de la refonte d'un formulaire à la refonte d'un système complet. Alors, comment on peut réduire les irritants, les incompréhensions, les erreurs, diminuer les coûts, optimiser le système en utilisant les technologies? Comment on va mieux guider les justiciables? Comment on va mieux outiller les professionnels? On veut donner la bonne information au bon moment, améliorer la fluidité des processus. Toutes des questions, des pistes qui sont intéressantes pour dans une perspective d'accès à la justice. Donc, la clé, c'est vraiment comment on va faire pour transformer cette expérience juridique-là pour une expérience plus conviviale. Dernière partie, pour revenir au thème de ce panel, on va parler un peu d'information juridique. C'est l'une des applications, disons, les moins complexes en design. C'est aussi une des moins coûteuses. Donc, le design d'information, ça permet de sélectionner, d'organiser et de mettre en forme le contenu de façon plus logique et plus claire. Le design d'information vise à réduire la charge cognitive de l'utilisateur. C'est une notion qui est importante. Je pense que ça veut tout dire. C'est qu'on veut faciliter la perception, la lecture, la compréhension, la mémorisation et l'utilisation du contenu juridique. Puis on parlait d'éducation juridique tantôt. C'est un allié important parce qu'il n'y a pas juste le contenu, mais la façon qu'on le présente. Donc, le design d'information utilise des stratégies graphiques et des principes issus des facteurs humains. On a parlé tantôt un peu de facteurs humains. Donc, ici, on parle de facteurs appuyés par la science, notamment en psychologie, en cognition, les mécanismes de motivation, de perception, comment on apprend, comment on mémorise les informations, comment on va les réutiliser pour s'en rappeler, comment quelqu'un résout un problème, comment il prend une décision, comment il construit des schémas mentaux. Ça, c'est tous des leviers, des stratégies qu'on peut faire pour venir soit améliorer, diminuer selon les besoins. On va utiliser aussi des stratégies, justement, on parlait d'intelligibilité, de littératie littéraire, informationnelle, numérique, aussi de lisibilité, d'accessibilité. Bref, tous des, des concepts clés. Puis c'est aussi important de savoir qu'il y a des principes qui vont être applicables qu'on soit en format, exemple, plus papier traditionnel et en ligne, parce que c'est vraiment deux formats qui ont des particularités différentes, puis les gens interagissent de manière différente aux deux. Donc, tout le monde, j'imagine que vous avez déjà eu la pénible tâche d'aller vous stationner dans une ville. Les panneaux, c'est vraiment difficile à comprendre. Et placez-vous un peu moins de 50% de la population québécoise a un faible niveau de littératie. C'est vraiment un gros défi. Puis en fait, tout ce qu'on veut savoir quand on veut stationner, c'est est-ce que je peux me stationner ici ou pas? Fait qu'ici, on a vraiment une belle proposition de refonte. On a utilisé la schématisation. On a utilisé l'iconographie en ajoutant l'icône là, qu'on peut se stationner. On a rendu le tout plus épuré. On a aussi eu un souci d'accessibilité avec les hachures pour les personnes qui ont des difficultés à percevoir les couleurs, qui affectent quand même 10%, là, presque 10% de la population. Donc ça, c'est un exemple frappant que le design peut aider. Puis ça, c'est avant, mais si on a, comme là, on les a pas, ces fameux panneaux-là, on pourrait recevoir une contravention qui pourrait ressembler à ça.
Donc, c'est un classique document juridique, des pages, des pavés de texte qui sont denses, de la petite police, une mise en page un peu rebutante, si je peux me permettre. Puis, ce centre-là a proposé justement une nouvelle façon de présenter ces constats d'infraction-là. Donc, on a mis en évidence les titres, par exemple. On a regroupé l'information pertinente en des blocs plus digestes et on guide vraiment le lecteur, comme par exemple, combien ça coûte? Comment je fais pour contester la contravention si je veux? Tout ça est clairement présenté. On a travaillé justement les alignements, les espaces, on a ajouté une photo. Donc ça, c'est toutes des stratégies qui vont aider l'utilisateur à bien comprendre le document et à l'utiliser. Et ils ont fait un peu la même chose là, avec la lettre qui va accompagner ou qui va suivre le constat d'infraction. Je vous laisse donc avec l'exemple du document juridique, le fameux primitif criminel qu'on parle depuis plusieurs minutes maintenant. Donc, imaginez le potentiel. On a vu Ève et Nicolas qui ont déjà fait des premières maquettes, mais je pense que maintenant, vous êtes plus hâte de voir comment le design peut avoir une plus-value puis d'être inclus dans les projets en droit. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Delille. Alors, mes panélistes sont très, très, très disciplinés. J'ai pas besoin de faire l'arbitre en termes de temps. Donc, merci beaucoup. J'ai pris tellement de notes. Je trouve ça très rafraîchissant comme type de présentation, très intéressant. Donc, merci infiniment. Puis, j'ai gardé l'expression, puis je pense qu'on va pouvoir y revenir plus tard dans la discussion par rapport à ce qui a été dit dans le premier panel où vous dites que le design réduit la charge cognitive de l'utilisateur. Alors, on disait un petit peu plus tôt, puis on pourrait revenir plus tard qu'il y aurait comme deux composantes du projet, une composante d'un problème, une composante qui est presque technologique ou d'accès à l'information, puis l'autre qui est presque cognitive. Alors là, on peut voir qu'en quelque part, peut-être que le design peut venir joindre un peu ces deux enjeux-là, de voir comment est-ce qu'on peut avoir, même dans le design technologique, un problème, une solution par rapport à la charge cognitive. Donc, merci beaucoup, Maître Delille. C'était vraiment, vraiment très, très, très intéressant. J'ai bien hâte qu'on revienne à la discussion. Mais avant de discuter tout le monde ensemble, on a Hannes Westermann. Bonjour, Hannes. Comment vas-tu? Bonjour. Très bien. Excellent. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc, je te présente rapidement à tout le monde. Donc, Hannes est doctorant à la faculté de droit de l'Université de Montréal, doctorant avec mon ancien directeur aussi, je le précise, Karim Benyeklev. Donc, je te sais très chanceux dans ce contexte-là. Hannes travaille aussi au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal et c'est le chercheur principal du projet JusticeBot. JusticeBot qui est une plateforme en ligne qui vise à améliorer l'accès à la justice grâce à l'intelligence artificielle. Donc, Hannes va nous parler de tout ça, nous discuter, nous présenter ce projet-là, je pense, en tout cas aujourd'hui. Hannes, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Comme pour les deux autres collègues, je te laisse filer, puis quand il te reste un petit 4-5 minutes, je te coupe et je t'avertis, c'est bon? Oui, parfait. That's go. Merci. OK. Bonjour tout le monde. J'ai mon écran aussi. Je vais faire ma présentation en anglais aujourd'hui, mais vous pouvez me poser des questions en français. Il n'y a pas de souci. So, I'm Hannes Westermann. As Pierre-Luc mentioned, I'm the lead researcher of the JusticeBot project at the CyberJust Laboratory, which is a project simplifying access to legal information and access to justice using artificial intelligence. I'm going to briefly talk about the background of the project, what the issue is that we're seeking to overcome, and then discuss the JusticeBot itself, our solution to this problem. Then I'll talk briefly about how we built this, and then some active research that we're conducting to further expand this, and then wrap up with some conclusion and some thoughts. So the background is that laymen have trouble resolving everyday legal issues, and that is issues like debt problem, consumer problems, housing problems, and so on. And there's many reasons for this, including legal complexity. And people, as we saw before, people don't know how to understand laws that can be written in a very complex manner. But further, people might not even know that their situation is a legal situation. So something might have happened, but people are not aware that there's a legal solution to their problem and that they have legal rights. But of course, even those that do know that still face the costs of going to court. So going to court can be, of course, very expensive,
it can also take a very long time, months or even years. And it can also be a very frustrating experience. So studies have shown that people find this experience frustrating, humiliating. It's a very unusual environment for lay people especially. And it can leave them with symptoms resembling PTSD even in some cases. And this has significant costs. So unresolved legal issues are estimated to cost $746 million annually in Canada, significant cost. So this is where the JustSpot project comes in. And so the idea behind this project is that it's a platform that asks users questions to understand their situation, what has happened, and then provides legal information about their rights and also next steps based on the answers given by the individual. And all of this is presented in an online, easy-to-use tool using artificial intelligence. And the first domain where we've built this JustSpot in is land and tenant disputes that are and the court responsible, the tribunal responsible is Tribunal Administratif Logement, who is one of our partners on this project. So they have about 70,000 claims per year, and they also field over 1 million calls per year, requests for information. And the average resolution time for back in 2020 was about 7 months to get a resolution on the disputes. I'm going to show you how the JustSpot looks. And this is a public platform, so you're able to access this at justspot.ca if you want to play with it yourself. But at the beginning, people are given an introduction explaining what they can do with the JustSpot and what it is, but also what it is not. And it's very important to say that this does not replace a lawyer. This is legal information to help people make decisions for themselves. And once they've agreed to this, and they're given this next page where they're given a question to triage the issue. So the first question is here, are you a landlord or a tenant? And they're given this kind of overview in a simplified language. What does this mean and how might apply in their case? So let's say we are a landlord and our tenant is not very good at paying their rent. So they don't pay that often. Sometimes it's late, quite often in fact, and you're not quite sure what to do, how to address the situation. So we indicate here that we are a landlord. And next we're given a list of issues that the system can treat. So see some such as the tenant wanting to leave their apartment or already having left their apartment, or here we can see the tenant does not pay their rent. And so let's click on that and see what happens. So now we'll see like more in-depth questions that are looking to get a better idea of the situation of the user. So the first question is the tenant currently late with paying their rent? And here you'll see, again, a simplified explanation, references to legislation as well, if you want to go deeper on that. Let's say, no, actually, at the moment, they're up to date with paying their rent in our situation, but usually they're not. So let's click no for now. And so based on that, we'll come to another question that is the tenant frequently late with paying their rent? Again, there's an explanation, but frequently is an open textured legal term. So in the law itself, there's no definition of what this means, what qualifies as frequently being late. So what I've done here is that we've taken legal decisions and summarized how this particular criterion was applied in previous cases. So we can read here, for example, that in a case where the tenant was late 7 times over the past 12 months, the judge thought, yes, that is frequently late. By reading these summaries, the user is able to understand better how might this criterion apply in my own case. Let's say yes, we think that this will be frequently late. And also let's say that we did suffer a serious prejudice based on this lateness of rent. And again, you can see the decisions here to understand this in a better way. Say yes here. So now the system analyzes the answers. And based on what we clicked in, it gives us legal information. So in this case, that based on our answers, the landlord may have the right to terminate the lease. We can read this to understand, and we can also see it, look at decisions. So in decisions where the judge found this that are similar to our case, we see that often. In fact, the lease was terminated. And we can also continue here. And that gives us a view of next steps. So this can inform us how to proceed with our issue. We can get more information, try to find an amicable solution, get more advice from legal professionals, or to submit a claim to the tribunal.
But none of this tells the user what to do. This is a source of information that they are meant to incorporate into their decision making. And this I'll get back to in a bit as well. When we continue here, you'll be taken to, you can answer a survey, or you can start over. And that's an important feature, I think. So at any point, you can say, I'd like to start over. I want to see what happens if this answer is no instead. You can go back to any points and here see how you previously answered. And then you're able to see what happens if you answer in a different way. So that is the JusticeBot. And so this initial version was built together with the Tribunal Administratif Logement, with help from Edurate de Montréal, Legal Aid Clinic, and with financing from the Ministère de l'Économie et Innovation of Quebec. And since we launched it in July 2021, it's been used over 15,000 times and received over 100,000 page views. But what's even more important is that 86% of survey respondents indicate that they would recommend this system to their friends. So all of these people find this approach useful. So we think that this could really have a positive impact. It could increase legal harmony. As people understand their rights in a better way, they can go to their counterparty and they can say, look, I have these rights. I know that now. Let's find a solution instead of having to go through this long, complicated court process. And they might find a settlement based on that. We can also increase social peace overall as people are able to build these amicable settlements more easily. And it also might mean that some simple cases where the court isn't necessarily the ideal mechanism might be solved outside of court, which could decrease the delay. And of course, it's important for rule of law as well. If people don't have a way of resolving their disputes, even if there are laws, it's hard to say that the society is governed by laws. So I think it's fundamentally a very important issue. So next, I'm going to show you briefly how we built this system, what the methodology behind it is. And so the system, as you saw, consists both of rules of laws, but also of case law. And so to integrate these into a platform that you can use, we built the Justice Creator. And so the Justice Creator is this end-to-end integrated toolchain for creating and updating JusticeBot systems. It's very intuitive and user-friendly, as you'll see in a bit, and it doesn't require technical skills. And this is really an important thing, that we want lawyers and legal experts to be able to build these tools in the domains where they're good at. And it's not limited to landlord-tenant disputes, but it can really be used to create support tools in any legal area. And we have a number of those under development at the moment. And just to briefly show you how the system works. There we go. So this is the interface. Each block here represents a screen that you saw on the JusticeBot before. And each arrow represents a logical connection between an answer that you give and the preceding screen that you see or information that you receive. So this is what we saw before, where the question is if the tenant is frequently late with paying their rent. We see that if the answer is yes, it will ask whether they're 3 weeks late because there's a legal consequences. But if the answer is no, we'll go straight to the question if the tenant is frequently late. And that's what we saw happened before. It's very easy to update those. So you can change the text here and it will be update. And the explanation here is very easy to format too. So there's no coding required. Everything can be done inside the system. And it's very easy to change the structure as well. So if you want to ask a new question, we just add it here as a new question. And we can link the previous question to that question and connect it in a logical manner. And so this is kind of this is the content that you saw before in the JusticeBot that we've created inside the Justice Creator. And it's also possible so you can add cases in here, and it even uses AI to select relevant cases. So if we see here, we go to cases, we'll see here are the cases that we've previously encoded. But we can also see here a list of cases that an AI has determined are possibly relevant to this criterion. So we can go directly to these on Canly and see if you want to annotate them and summarize them for the system. So that's the Justice Creator and how we built the JusticeBot. Now let's talk about some active research. And I think that's where really exciting things are happening and how we can even further expand this platform. So first of all, of course, we're working to build JusticeBot in other application areas. So we have JusticeBot for the Tribunal Administratif Logement at the moment, but we're also looking at consumer protection, data protection,
administrative proceedings. Of course, there could be many issues where people need to fulfill certain requirements, such as social aid or something, and they don't know that they have access to those, and they also don't know how to what they need to fulfill in order to get that. So a JustBot system here could help people understand what they need to, which criteria they need to fulfill, and how to do that, and what they have access to in their situation. And also issues like sexual assault. There might be many people who have faced such a traumatic situation, and potentially using a system like JustBot, we could support those people, help them understand what resources are available to them and where they can go, and hopefully help these victims. We're also looking to building JustBot for other target users. So we talked about using for lay people before, but of course there could be other people that are interested by using such systems, such as legal aid clinics. So you're often a volunteer or an employee of a legal aid clinic. Someone comes in and asks, describes the situation, and they need to decide what are the legal rights involved here. And here, if they are interacting in life with a system like the JustBot, they would be able to give this information very quickly. So they could serve as the kind of person that understands, that asks questions to the user or to the individual, and then inputs this into a system like the JustBot, and then is able to give this kind of verified and very consistent legal information at the end. Same goes for government, of course, that need to answer for phone calls. But also lawyers and judges could really benefit from something like this. So lawyers, of course, often need to fulfill certain, need to check for compliance, or need to understand in a new legal area what rules are there as a start for dealing with issues. And here, having JustBot that gives very consistent and researched information could be helpful. And judges as well. We'll talk about this in a bit as well, but judges could use such a system to structure the proceedings, or to receive a document at the end that could be kind of a template for how they might make a decision in a very pedagogical way. Also, we're going to integrate more machine learning. So you saw already that we use it to retrieve cases, but we're also looking to integrate such a system to have people describe their situation and automatically analyze this using deep learning to surface potentially relevant pathways for them. And we're also working to automatically generate summaries of cases. And I believe during the later panel, we'll talk a bit more about that. But then we're also looking for expanding the concept. So the question here is, how can we expand this further and make it even more impactful? So it could be the possibility of generating documents. So maybe instead of just giving information, the system could output kind of a document that has the facts that need to be proven, and even integrated evidence that the user submitted. We could integrate this into an ODR platform so people can know their rights, and then immediately open this as a dispute, and potentially a flexible graph could be used to capture cases in a more detailed way. So just to briefly wrap up, so this is I think, quite an innovative tool that is able to present relevant information to parties of potential conflicts using AI. And it's based on this end-to-end methodology with a JustCreator that is adaptable to any legal area. And this is an example of augmented intelligence. So the system never tells the user what to do. We don't predict their cases. We simply tell them, here is relevant information for you, and here are previous cases that could be relevant for your situation. And hopefully with this, you'll have a better basis to make your decision. And I don't think it's also not aiming to replace any lawyers. What this is trying to do is to enhance the scope of the legal system, to give people that don't have any access to lawyers at the moment the possibility to use a system to effectively find a solution to their legal problems. That was it. Thank you for listening. Merci beaucoup, Hannes, pour cette présentation très intéressante. Je connais un petit peu le projet, mais à chaque fois que tu entends, je découvre des nouvelles choses. Donc, merci beaucoup.